Et si on parlait de sport? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir dans notre émission Et si on parlait de sport, avec à mes côtés Audrey Vidotto et Pauline Gaston-Condutte. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Laurent. Cette semaine, nous allons parler de pétanque et d'équitation avec nos invités Raymond Lemanac, président du comité départemental de pétanque et de jeux provincial de Haute-Garonne. Bonjour. Bonjour. Et Raphaël Hollard, qui est cavalier et coach de concours complet pour l'équitation. Bonjour. Bonjour. Pour notre chronique spéciale Coupe du Monde de rugby, nous entendrons nos deux chroniqueuses Caroline Suné, directrice technique de la Ligue Occitanie de rugby, et Christole Leduf, conseillère technique de club au sein de la Ligue Occitanie de rugby. Au sommaire de cette émission, et tu pointes ou tu tires ? Une expression chantante souvent entendue au bord de ces pistes de boules que l'on trouve sur les places dans les villes ou les villages. Raymond Lemanac, président du comité départemental de pétanque de Haute-Garonne, nous expliquera s'il faut pointer ou tirer. Mais c'est au 50e championnat du monde de pétanque qui se sont déroulés à Cotonou au Bénin du 8 au 17 septembre que nous retournerons pour analyser les résultats de notre équipe de France. Comment se déroule une telle compétition et aussi comment est organisée la pétanque dans le département et la région ? Réponse dans quelques instants. En deuxième mi-temps, nous essayerons de franchir l'obstacle au championnat d'Europe de saut d'obstacle d'équitation qui se sont déroulés donc du 1er au 3 septembre 2023 à Milan en compagnie donc de Raphaël Hollard. L'équitation, un sport passion entre l'homme et l'animal. Vous pourrez également entendre les conseils d'un spécialiste pour trouver un club et pratiquer. Donc vous saurez tout dans quelques instants, mais d'abord place à l'avant-match et les principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport avant-match? Et oui, on se retrouve pour l'avant-match avec les principaux résultats sportifs de la semaine et on commence par la Formule 1, Pauline. Oui, et le Grand Prix du Japon avec Max Verstappen qui a remporté le Grand Prix du Japon sur le circuit de Suzuka, signant ainsi sa 13e victoire de la saison. Il a également permis à Red Bull de gagner le titre mondial des constructeurs. Et donc en MotoGP, pour suivre Grand Prix d'Inde avec Marco Bezzecchi sur Ducati qui a remporté le Grand Prix d'Inde. Francesco Bagnaia, le leader du championnat, a chuté. Et par contre, notre Français Fabio Quartararo sur Yamaha s'est classé 3e, signant son 2e podium de la saison. Et en tir, on a parlé la semaine dernière, Coupe du Monde de Rio de Janeiro. Océane Muller a remporté la médaille d'argent en carabine 10 mètres et Jean-Guy Campois a lui retrouvé l'or au pistolet 25 mètres vitesse olympique. Passons au cyclisme avec le championnat d'Europe, médaillé d'argent aux mondiaux un mois plus tôt. L'équipe de France de relais mix a décroché l'or au championnat d'Europe à Emmen, aux Pays-Bas, amené par Rémi Cavagna, Bruno Amirail et Benjamin Thomas chez les hommes, puis Audrey Cordon-Rago, Cédrine Carbaol et Juliette Labousse chez les femmes. Les Bleus ont devancé les sélections italiennes et allemandes. Et Christophe Laporte, sacré champion d'Europe sur route à Assen, aux Pays-Bas, devant Wout van Aert, la première victoire d'un Français dans l'épreuve créée en 2016. Oui, c'était un bel exploit pour le Français qui a devancé quand même les favoris de la compétition. On va passer, nous, en canoë-kayak avec les mondiaux, avec Nicolas Gestin, Jules Bernadet et Lucas Roisin, qui ont remporté le titre de champion du monde par équipe de canoë-kayak à Londres, en Angleterre. La France est aussi montée sur le podium en kayak en emportant la médaille d'argent. Le Breton, toujours le même, Nicolas Gestin, mais en individuel, a remporté la médaille d'argent du canoë en slalom. Les championnats du monde de slalom se sont conclus en beauté pour les Français, Boris Neveu et Camille Prigent, qui ont décroché l'argent lors du kayak cross, une nouvelle épreuve olympique qui promet. En gymnastique, retour sur les internationaux de France. Les Bleus ont remporté 7 médailles lors des internationaux de France à l'Accor Arena, dont 3 victoires. 2 médailles d'or pour Mélanie de Jésus de Santos au bar et au sol et 1 médaille d'or pour Marine Boyer à la poutre. Et en handball et la Ligue des champions masculins, le PSG a signé sa 2e victoire de la saison face au Zagreb 35-31 à domicile lors de la 2e journée de la phase de groupe. Battu à Barcelone la semaine dernière, Montpellier s'est une nouvelle fois incliné 33-31 à Veszprém en Hongrie. Et en ce qui concerne la Ligue des champions, cette fois féminine, début de cette compétition compliquée pour les clubs français puisque Brest s'est incliné à domicile contre Odense 25-26 et comme Metz qui s'est incliné à Esbjerg 29-27. Et oui, donc en futsal, Audrey, pas football, mais futsal, nouvelle discipline, qualification donc pour le mondial. Les Bleus s'imposent 6-2 face à l'Allemagne lors du 2e match du tour qualificatif pour le mondial de futsal 2024.
Moi, je croyais que c'était football salle. Et non, mais c'est ça, c'est un Et mot donc, allemand. en football, Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n'a pas manqué ses débuts en Ligue des Champions. Il est facilement venu à bout de Dortmund, 2-0. En déplacement à Séville pour son retour en Ligue des Champions, Lens a retrouvé des couleurs et partagé les points un partout. En Ligue Europa, toujours en foot, Rennes entame la Ligue Europa avec une victoire facile contre le Maccabi Haïfa, 3-0. Et pour son grand retour sur la scène européenne, après 14 ans d'absence, Toulouse est allé arracher un match nul à Bruxelles contre l'Union Saint-Gilloise, un partout. Marseille, quant à eux, est parvenu à décrocher un point sur le terrain de l'Ajax Amsterdam, 3 partout, à l'issue d'un match très spectaculaire. En Ligue Europa Conférence, Youssouf Yazisi a assuré la victoire de Lille face à l'Olimpija Ljubljana en marquant en fin de rencontre 2-0. Et en Ligue des Nations féminines, l'équipe de France a, elle, commencé sa campagne dans la Ligue des Nations par un succès 2-0 face au Portugal. Et en lutte gréco-romaine, les championnats du monde, le français Ibrahim Ghanem, champion du monde de lutte gréco-romaine avec les moins de 72 kilos. Et donc toujours dans des championnats du monde, parce que cette semaine, il y a eu quand même pas mal de résultats pour nos Français. Et là, cette fois-ci, c'est en triathlon. Très constant tout au long de la saison, Dorian Coninx a été sacré champion du monde samedi au World Triathlon Championships Series de Pontevedra, succédant ainsi au tricolore Léo Bergère au palmarès. Et du coup, en paratriathlon, aussi en championnat du monde, l'équipe de France a décroché 3 médailles d'or aux mondiaux de Pontevedra en Espagne. Alexis Anquincan a décroché son 6e titre et Élise Marc son 5e. Jules Ripstein est également champion. Et on va finir avec du rugby et la Coupe du Monde qui se passe actuellement en France jusqu'au 28 octobre prochain. Victoire 96-0 du 15 de France face aux Namibiens, 14-0. Il s'agit de la plus large victoire de l'histoire du 15 de France en Coupe du Monde. Malgré cette large victoire, la grosse tuile est venue de la sortie du capitaine Antoine Dupont après seulement 46 minutes de jeu, touché au visage après un plaquage sévère de Johan Deisel. En ce qui concerne les autres résultats, vendredi 22 septembre, l'Argentine a battu les Samoa 19-10. Samedi 23 septembre, après un match fou au Stadium de Toulouse, les Géorgies et le Portugal ont fini à égalité, 18-18. L'Angleterre a largement gagné face au Chili, 71-0. Le 15 du trèfle a répondu au défi physique des champions du monde sud-africains en remportant le choc, 8-13. Le pays de Galles sort vainqueur de son match face à l'Australie au bord de l'élimination, une première pour cette équipe dans l'histoire de la Coupe du Monde, 40-6. Et large succès de l'Écosse face au Tonga, 45-17. Et on se retrouve tout de suite pour le débrief dans notre chronique spéciale Coupe du Monde de rugby en compagnie de nos chroniqueuses spécialistes rugby, Caroline Sunet, directrice technique de la Ligue Occitanie de rugby, et Christelle Leduf, conseillère technique de club au sein de la Ligue Occitanie de rugby. Chronique spéciale Coupe du Monde de rugby. Pour cette chronique spéciale Coupe du Monde de rugby, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui nos deux chroniqueuses, Caroline Sunet, directrice technique de la Ligue Occitanie de rugby, et Christelle Leduf, conseillère technique de club au sein de la Ligue Occitanie de rugby. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour venir débriefer cette Coupe du Monde de rugby et nous parler du développement du rugby féminin. Tout d'abord, je vous propose un petit retour sur cette large victoire de l'équipe de France face à la Namibie, 96-0. Quelle est votre réaction en tant que spécialiste rugby, joueuse et supportrice ? Écoutez, on voit que l'équipe de France a largement dominé la Namibie. Voilà, on savait que sur le papier, on était largement au-dessus et l'entraîneur avait décidé de mettre une grosse équipe. Maintenant, fallait les mettre, les 96 points quand même, et surtout n'encaisser aucun essai. Donc l'équipe de France, on a vu qu'elle s'est quand même lâchée, qu'elle avait joué, qu'elle avait déplacé le ballon. C'était plutôt agréable à regarder. Maintenant, le gros point noir, effectivement, c'est la blessure d'Antoine Dupont. Oui. On est triste pour lui, on est triste pour l'équipe de France. Mais on sait aussi qu'il y a une petite possibilité pour qu'il revienne pour les phases finales. Mais voilà, il faudra faire sans lui pour le match de l'Italie. Et vous, Caroline, quelles sont vos impressions ? C'était David contre Goliath, finalement. Je crois que l'équipe de Fabien Galtier avait à cœur de réagir finalement face à un petit peu la déception face à l'Uruguay. On sait qu'on est une équipe latine, ils n'arrêtent pas de le dire. Et afin d'éviter ce piège, ils avaient mis l'équipe dite premium,
c'était effectivement pour gagner, mais c'est aussi séduire les Français, séduire les spectateurs pour les encourager parce qu'ils vont bien avoir besoin d'eux lors des prochains matchs, notamment l'Italie, qui est finalement un petit 8e de finale avant de se préparer, on l'espère, pour le quart de finale, finalement contre l'Afrique du Sud, vu que les Irlandais ont gagné l'Afrique du Sud ce week-end. Plus globalement, quel est votre avis sur l'ensemble de la compétition et les équipes à l'issue de ce 3e match de poule? Bon, on dirait que on voit finalement une Coupe du Monde à 2 niveaux. Les grosses nations avec les équipes, les nations qui participent aux 6 nations. Et effectivement, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, même si qui est en pleine déroute, on sent vraiment une supériorité et on sent un peu une seconde division sur les autres nations. Pour l'instant, il n'y a pas de surprise. On attend tout le monde où on attendait juste l'Australie qui finalement, face à la lourde défaite, c'est la seule surprise, et des Wallabies qui sont démolis et qui, pour la première fois, je crois, de la Coupe du Monde, vont certainement partir avant de jouer les quarts de finale. Et vous, Christelle, quels sont vos avis sur les autres équipes de cette Coupe du Monde? Déjà, on voit que l'Argentine est plutôt en mauvaise posture, malgré une victoire contre les Samoa. Ils sont 4e au classement derrière l'Angleterre, les Samoa et le Japon. Après, il leur reste le Japon et le Chili à jouer, donc ils prendront probablement des points. Et l'Angleterre a fait le job contre le Chili, avec 71-0. Après, on voit aussi que, comme Caro elle l'a dit, l'Afrique du Sud contre l'Irlande. Donc, l'Irlande a fait une belle perf en remportant le match 13-8, avec une équipe très bien en place et très agressive. Et surtout la belle victoire aussi de l'Écosse contre le Tonga, qui finalement laisse une porte ouverte pour l'accession en quart de finale. Donc on espère pour eux que ça ira. Et sur la poule C, on voit aussi la victoire du Pays de Galles sur l'Australie, une large victoire. Carole l'a dit aussi, l'Australie est en mauvaise posture. Donc je pense que les quarts de finale pour eux c'est très compromis. Mais par contre on retrouve les Gallois leur meilleur niveau et juste une blessure de Bigard. Voilà un petit peu. Oui, et Caroline, si je ne me trompe pas, vous êtes depuis 2021 manageuse de l'équipe de France féminine des moins de 20 ans. Comment voyez-vous l'avenir du rugby féminin en France et quelles initiatives sont prises pour favoriser sa croissance? Alors, je crois que le rugby féminin, ou en tout cas la pratique féminine, est en pleine croissance. On se rend compte finalement, en 2010, le nombre de licenciés féminines était seulement de 5%. On était moins de 10 000 licenciés. Et aujourd'hui, en fin de saison dernière, donc au 31 dernier, on atteignait plus de 40 000 licenciés en France, soit 13% sur les 325 000 licenciés à la Fédération française de rugby. Donc on se rend compte que les filles viennent jouer au rugby et viennent jouer de plus en plus tôt. Je crois qu'il y a cette mixité qui existe jusqu'à l'école de rugby et qui est géniale. Donc on est vraiment en plein développement là-dessus. Maintenant, il y a encore beaucoup de travail. Rien qu'aujourd'hui, il y a une maman qui me demandait comment ça se faisait que dans son club, il n'y avait pas des moins de 15 ans féminines. Et oui, il n'y a pas des moins de 15 ans féminines partout, il n'y a pas des moins de 18 ans féminines partout. C'est même aussi très compliqué de jouer parfois dans nos équipes, notamment en Occitanie, où on se rend compte que les équipes doivent beaucoup voyager, aller à droite et à gauche, et ça engendre des difficultés. Quand on voit que le haut niveau, effectivement, l'équipe de France fait briller, mais il y a encore beaucoup de choses, il faut s'attendre aussi et travailler encore sur la base, encore et toujours. Donc merci à vous aussi de nous faire parler aujourd'hui, parce que c'est la médiatisation à travers les réseaux. Vous en faites partie, à travers de ce que fera aussi les télévisions, le journalisme, qui permettra aussi grâce à l'équipe de France, mais aussi aux autres, d'avoir une véritable vitrine et qui permettra du coup de montrer et d'enlever ces fausses croyances que les petites filles, que les femmes ne peuvent pas jouer au rugby. Et justement, vous venez de parler de médiatisation. Christelle, comment voyez-vous le rôle des médias et de la visibilité médiatique dans la promotion du rugby féminin en France? Eh bien, on voit que déjà il y a eu une énorme progression, puisque en 2014, la Coupe du Monde qui avait été jouée en France avait été diffusée à la télé, et également des matchs de championnat par la suite qui sont arrivés sur les écrans à la télé. Donc en l'occurrence c'était en 2015. Donc on a vu effectivement l'évolution sur les médias, avec tout ce qui paraît maintenant dans les articles dans les différents journaux. Alors après, c'est au-delà de ça, c'est le réel moyen de mise en place pour les filles, avec tout ce qui est pôle jeune, qui nous ont aussi permis de rattraper tout le côté retard par rapport à nos amies anglaises et la Nouvelle-Zélande. On sait que maintenant on peut aller se frotter aux plus grandes nations, puisque la nouvelle génération a réussi à battre la Nouvelle-Zélande quand même,
Et quand on regarde nos petites moins de 20 et moins de 18 qui font des bons résultats derrière, voilà, on peut que féliciter tout le monde du travail qui est mis en place. Et surtout, moi, ce que je voudrais surtout féliciter et remercier, c'est le travail dans les clubs. Parce que les éducateurs et éducatrices, eh bien, c'est eux qui font tout un travail avec les petites à l'école de rugby sur le développement des moins de 12 et des moins de 15, moins de 18 féminines. Donc voilà, c'est une belle avancée, sans oublier le rugby à 7 qui est rentré aux Jeux Olympiques. Donc là aussi, ça s'est aussi médiatisé. Et puis, là, une nouvelle pratique qui est arrivée dernièrement pour la jante féminine qui ne voulait pas faire de plaquage, c'est le rugby à 5. Voilà, et la volonté de la Fédération française, c'est de mettre du rugby partout et pour toutes. Donc voilà, ça fait une belle évolution médiatique et tout ce qui va avec. Et justement, en parlant du rugby féminin, j'ai une dernière question pour toutes les deux. Quels sont les conseils que vous donneriez aux jeunes filles qui aspirent à faire carrière dans le rugby féminin, que ce soit en Occitanie, en France ? Déjà, moi, je pense que faut pas penser tout de suite à faire une carrière. Déjà, il faut penser à s'amuser sur le terrain, à prendre beaucoup de plaisir, à prendre beaucoup de plaisir à être avec une équipe, avec des entraîneurs dans un club. Et après, effectivement, on peut aussi penser à une carrière si on le souhaite. Et le but, c'est que chaque joueuse aille à son meilleur niveau et surtout au niveau qu'elle le souhaite. Donc voilà, mais c'est surtout de s'amuser et de prendre plaisir. Et Caroline, quels sont vos conseils ? Alors moi, je dirais en premier lieu de venir oser découvrir ce merveilleux sport, venir jouer, venir découvrir ce bel univers qui est le nôtre avec ses différentes valeurs dont on n'arrête pas de prôner. Et après, je dirais que pour celles qui ont envie de basculer et d'aller vers le haut niveau, faut se dire que le haut niveau, que ce soit dans le rugby féminin ou ailleurs, il n'est pas accessible pour tout le monde. Le plus important est se donner les moyens d'être autodéterminé, donc déterminé, très fort, et de faire des sacrifices pour pouvoir réussir. Très bien. Mais merci beaucoup à toutes les deux pour vos analyses sur la Coupe du Monde de rugby actuelle et vos éclairages sur le rugby féminin. Bonne continuation et bonne Coupe du Monde. Merci à vous. Coupe du Monde. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec notre invité Raymond Lemanac. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et oui, retour dans l'émission Et si on parlait de sport, donc avec notre invité Raymond Lemanac, président du comité départemental de pétanque et jeux provençal de la Haute-Garonne. Bonjour Raymond. Bonjour. Alors Raymond, avant de parler de la pétanque dans notre département et notre région, peut-on revenir quelques instants sur ces 50e championnats du monde qui se sont déroulés donc à Cotonou au Bénin du 8 au 17 septembre dernier. La France a perdu le titre suprême de champion du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Alors, il faut savoir que dans un championnat du monde, il y a plusieurs titres décernés dans diverses compositions d'équipes. Alors, la France détenait, à ma connaissance, plusieurs titres de champion du monde. Il faut savoir que le championnat du monde triplette ne s'est pas disputé au Bénin. Il va se disputer prochainement. Je pense que ça sera en Thaïlande. Donc, nous étions titulaires du titre champion du monde en triplette. Au Bénin, il y a eu plusieurs formations, mais pas les triplettes. Au Bénin, nous avons remporté 5 médailles. Oh, donc c'est déjà pas mal quand même. 2 titres de champion du monde en individuel en tir de précision. Dylan Rocher, qui est probablement le meilleur joueur en France, a remporté donc le titre au tir de précision, qui est une spécialité un petit peu différente de la pétanque traditionnelle, mais qui fait partie maintenant donc du sport pétanque. Nous avons un titre en doublette masculin, de nouveau avec Dylan Rocher et Christophe Sariot. Nous avons 2 médailles d'argent et j'en suis très fier, avec une de nos joueuses licenciée à Ramonville, donc en Haute-Garonne, Audrey Banira, qui avec Dylan Rocher a échoué d'un rien pour un titre mondial, puisqu'ils ont été battus en finale du champion du monde, donc doublette mixte, par le Bénin. Une deuxième médaille d'argent avec de nouveau Audrey Banira, en doublette féminine, associée à Nelly Peyret, qui ont échoué de nouveau en finale. 2 médailles de bronze, avec 2 médailles en individuel hommes et femmes, avec Nelly Peyret de nouveau en féminin, et avec Christophe Sariot de nouveau en individuel homme. Donc 5 médailles, un titre de champion de tir de précision. Donc je peux dire
Sans m'avancer, c'est la fédération française qui pourrait en tirer le bilan, mais je peux dire que ce sont de très beaux résultats pour notre équipe de France. Donc là, on vient de voir quand même le haut niveau sportif et même si de nombreux auditeurs sont sûrement des pratiquants hors pair, est-ce que tu peux justement nous présenter la pétanque? Parce que là, tu disais tir de précision, doublette et le jeu provençal. Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours entendu la pétanque. Et donc, tu vas nous présenter les deux disciplines et quelles sont les différences entre les deux. Le jeu provençal est l'ancêtre, en fait, de la pétanque, puisque avant de jouer à la pétanque, on jouait au jeu provençal. Le jeu provençal se joue d'une manière différente de ce qu'on peut voir sur les terrains de pétanque. Le pointeur doit jouer sur un pied, avec le deuxième pied en l'air, c'est-à-dire sans toucher le sol, qu'il soit à ras du sol ou un peu plus haut, mais c'est ça la règle de base du jeu provençal. Le pointeur fait un pas et ensuite pointe sur un pied. Le tireur au jeu provençal prend de l'élan, il prend 3 pas d'élan avant de lâcher sa boule de tir. La distance est différente puisque le jeu provençal se joue entre 15 et 20 mètres, contrairement à la pétanque qui se joue entre 6 et 10 mètres. D'où donc l'élan pris par le tireur sur aller toucher la cible. Donc c'est bien l'ancêtre de la pétanque qui s'appelle le jeu provençal. Petit à petit, la pétanque a pris le dessus puisque niveau territorial, la pétanque est plus pratiquée que le jeu provençal. Le jeu provençal s'adresse surtout au département du sud, de la région PACA, de l'Occitanie. Voilà, ce sont les départements principaux dans lesquels se joue le jeu provençal, où il y a les plus grands champions. La pétanque a pris le dessus sur le reste du territoire, puisque beaucoup plus de gens pratiquent la pétanque que le jeu provençal, et beaucoup de personnes ne connaissaient pas le jeu provençal. Voilà. Non, c'est vrai. Et ensuite, donc, la fédération gère, la fédération est la patronne des 100 et quelques départements français, et chaque donc département est dirigé par un comité départemental, comme je le fais donc en Haute-Garonne. Donc, d'un point de vue un peu plus national, quand même, moi j'ai halluciné sur les chiffres. La Fédération française de pétanque et le jeu provençal est la 8e plus grande fédération sportive de France avec environ 500 000 membres. J'avais en tête, pour la Fédération française de jeu provençal, avant le Covid, nous étions sur la barre des 300 000 adhérents. Actuellement, d'après les chiffres que j'ai, on est sur du 280 000 adhérents. Et vous restez 8e quand même. On est entre la 8e et 10e place, je pense, oui, voilà. Donc c'est quand même impressionnant. Enfin, c'est une pratique en fait où il y a et au sein du département, il y a. Si tu peux aussi donner les chiffres, oui, bien sûr. Je vais vous donner les chiffres donc au sein du département. Tout ça pour dire que nous avons énormément de licenciés entre la 8e et 10e place au niveau national. Mais il faut savoir aussi que beaucoup de gens pratiquent la pétanque sans être licenciés. Oui, vous le savez comme moi. Oui, moi je pratique de temps en temps. Qui n'a pas joué à la pétanque dans sa vie au moins une fois, après un repas, après une fête, après l'été en vacances, voilà. Après, il y a la partie bien sûr sportive. C'est pour ça que tous les gens qui veulent donc pratiquer d'une manière un peu plus sportive sont licenciés auprès d'un département. Pour la Haute-Garonne, nous avons 10 400 licenciés à quelques unités près aujourd'hui, à l'instant où je vous parle. Malheureusement, le Covid nous a fait perdre, comme à tous les départements, nous a fait perdre quelques centaines de licences. Nous sommes avec le département des Bouches-du-Rhône le premier ou deuxième département français. Alors c'est la petite bataille entre nous chaque année. Ça se joue à une centaine de licences près. Nous avons longtemps été le premier département de France, avant le Covid en tous les cas. Nous avons 220 ou 221 clubs affiliés à la Fédération française. La Fédération gère aussi donc les 13 régions qui sont l'équivalent des régions administratives. Nous avons, pour ce qui est Haute-Garonne, nous avons 380 à peu près jeunes licenciés. Quand on dit jeunes, c'est de Benjamin à Junior. C'est un petit peu ce qui nous désole parce que nous avons perdu depuis le Covid, quelques jeunes qui ne sont pas revenus chez nous. Nous avons à peu près 20 à 25% de licences féminines dans ces 10 400 licenciés. La plus grosse majorité de nos licenciés sont des vétérans, peut-être ce qui donne une image à notre sport un petit peu parfois de gens avec des cheveux gris. Mais par contre, nous avons un potentiel de jeunes licenciés de très haut niveau, puisque tous nos champions départementaux qualifiés au championnat de France, ce sont des gens qui sont dans des tranches d'âge plus jeunes. Alors moi je peux témoigner parce que du coup on en discutait aussi tout à l'heure et on va faire une petite dédicace au club de la Salvetat Saint-Gilles. Moi j'ai été invitée justement à vivre un tournoi amical bien sûr, mais il y avait, pour moi il n'y avait pas du tout de vétérans, c'était une majorité 30-40 ans grand max.
un accueil impressionnant et des joueurs vraiment de talent et de très haut niveau. Oui, donc sûr, moi je venais en mode c'est cool, ça va être justement en mode non, là je sentais et tu m'as confirmé qu'il y a vraiment des joueurs de très haut niveau. La Salvetat est un de nos clubs phares, Haute-Garonne, avec la présence de Philippe Rouquier, on en a parlé tout à l'heure, Stéphane Berlier qui sont des champions de France. Philippe Rouquier et Stéphane Berlier, associés à Michel Ferrand, ont été champions de France il y a peu de temps, quelques années seulement. Philippe Rouquier l'avait été déjà lui précédemment, donc c'est un club de haut niveau, puisqu'ils sont qualifiés dans beaucoup de compétitions départementales et régionales. C'est vraiment le haut du panier avec la dizaine de clubs dans le département vraiment qui détiennent les joueurs les plus talentueux. Et la relève est assurée parce qu'il y a même les enfants de ces joueurs-là qui jouent et qui sont pas là pour rigoler non plus. Stéphane a un enfant, donc un fils qui joue. Philippe a été il est toujours un grand fédérateur auprès des jeunes. Philippe a le don de savoir faire aimer la pétanque aux jeunes. Nous l'avons pris comme coach du Trophée des Villes, qui est une grande compétition qui va se dérouler fin novembre, début décembre, là, comme chaque année. La ville de Toulouse est retenue chaque année, puisque nous restons sur 3 finales consécutives dans ce Trophée des Villes. C'est une compétition de très très haut niveau, et Philippe donc est notre coach sportif. C'est lui qui coach les 4 joueurs sélectionnés depuis 3 ans, puisque nous avons, ça sera la 3e année pour Philippe Rouquier que nous avons pris donc à ce poste-là. Alors justement, on parle de jeu. Moi, j'aimerais qu'on revienne à la compétition. Ça se passe comment une compétition ? C'est quoi les règles ? Parce qu'en fait, on balance des boules, mais pour les gens qui voient ça sous un autre regard, pour attirer des jeunes, ça se passe comment une compète et quels sont les minimums de règles à savoir ? Une compétition doit respecter donc les règles établies par la fédération, que ce soit les règles sportives sur le terrain, les règles d'organisation. Un concours est toujours organisé par le comité départemental. On est bien d'accord, on parle là de compétition officielle. Le comité organise à peu près 800 concours départementaux par an. Voilà un chiffre que je vous donne. Nous organisons les qualificatifs au championnat de France. Nous organisons toutes les compétitions de clubs, championnats départementaux de clubs. Nous aidons la région Occitanie à mettre en place les championnats régionaux. Toutes ces compétitions donc doivent obéir à des règles sportives. Les parties se jouent en 13 points, commencent à une heure précise. Elles sont mises sous l'autorité d'un arbitre officiel, donc qui passe des examens pour obtenir un grade d'arbitre départemental, régional, national, européen ou international. Vous voyez la graduation que l'on a dans l'arbitrage. Un concours donc commence à une heure précise sous la tutelle d'un arbitre et se finit lorsque les 2 équipes en finale ont fait leur partie. Voilà, tout ça est bien cadré. L'interdiction de vente d'alcool est mise en place. Il y a une commission de discipline qui gère les problèmes de discipline. Les autres sports, que ce soit le rugby, le football, nous avons des commissions de discipline départementales, régionales, nationales. Tout ça est très bien organisé et tout est fait dans le respect des règles fédérales. Alors, pour revenir, moi, je suis concret sur le jeu en lui-même. Tu m'as dit 13 points. Ça se passe comment ? C'est un peu comme au tennis, il y a plusieurs parties, ou une seule partie. Comment ça se passe concrètement, le concours ? Une partie est composée de plusieurs mènes. On appelle ça une mène. À partir du moment où le cochon est lancé, chaque équipe joue à tour de rôle. À la fin de la mène, quand plus personne n'a de boule en main, on voit qui a le point par terre ou les points par terre, on totalise. Et le but, c'est d'arriver la première équipe qui arrive à 13, gagne la partie. Voilà, tout simplement. Mais c'est une seule partie ou là, il y a plusieurs... Un concours, pour gagner un concours, il faut faire plusieurs parties. Oui. Pour vous donner une idée, un concours national, d'envergure nationale, puisqu'il y a concours départementaux, des concours régionaux, des concours nationaux. Un concours national, pour arriver en finale et gagner un concours national, en règle générale, il faut faire 9 parties, il faut gagner 9 à 10 parties pour avoir un titre. Pour être champion départemental, par exemple, il faut gagner entre 5 et 6 parties dans la phase qualificative, dans les districts, puisque la Haute-Garonne est divisée en 5 districts, parce que c'est un territoire très grand. Une fois que ces joueurs ont gagné leurs 5-6 parties qui sont qualifiées pour le championnat départemental, il faut recommencer une journée de compétition. Et là, c'est entre 8 et 9 parties qu'il faut gagner pour être champion départemental et partir ensuite au championnat de France. Tous les champions départementaux sont qualifiés pour les championnats de France de la catégorie. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent pratiquer la pétanque, justement ? Alors, la pétanque s'adresse à des gens... Il faut de la patience, il faut de la diplomatie, il faut de la correction, il faut respecter les adversaires, les partenaires. C'est un jeu de patience, il faut être patient. La pétanque n'est pas fait pour les gens bouillants qui sautent partout. C'est un jeu d'adresse, de concentration. Donc, les jeunes qui veulent venir à la pétanque, il faut avoir cette faculté d'être patient,
de ne pas s'énerver. Puis surtout, il faut être animé de respect vis-à-vis de l'adversaire. C'est le plus important. Mais écoute, merci beaucoup Raymond pour tous ces éclairages et toute ton analyse sur les championnats du monde et tes explications bien utiles sur la pétanque et le jeu provençal. On te souhaite bonne continuation pour le développement de la discipline dans le département et dans la région. Donc tu es le bienvenu dans l'émission quand tu veux pour nous parler de ton sport. Pour plus de renseignements, donc on va donner donc le site internet www.ffpjp, donc pétanque jeu provençal, -du6 cd31.net. Et là, on retrouvera donc tous les clubs, toutes les infos et notamment la super compétition, les championnats du monde à Toulouse. Championnat du monde, championnat de France. Championnat de France, voilà. Le comité a été désigné pour organiser cette année un championnat de France qui s'est déroulé à Balma. L'an prochain, notre demande a été acceptée pour un championnat de France triplette mixte qui se déroulera à Fenouillet les 20 et 21 juillet prochains. On te suivra et on aura toutes les infos très prochainement en tout cas. Merci beaucoup Raymond et à très bientôt. Merci. Place maintenant la chronique sport et événements avec André Lafenêtre. Et si on parlait de sport, la chronique. André Lafenêtre, bonjour, bienvenue dans l'émission Et si on parlait de sport, pour nous parler d'un événement que tu vas monter prochainement. Bonjour Audrey, bonjour Laurent, oui, merci de m'accueillir pour parler de cet événement Dialogue Sport. Alors donc on va dialoguer sport, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce dialogue sport ? Dialogue Sport, c'est un événement sur lequel on souhaite réunir et fédérer le monde politique, le monde économique, le monde sportif, autour de la thématique sport, en pleine Coupe du Monde de rugby, tant qu'on est tous bien concentrés et à la veille des Jeux de 2024, sur un format colloque, un format punchy pour cette année, un 13h-23h, sur lequel vont se succéder différentes conférences et une soirée de gala. Alors concrètement, oui, ça va marcher comment ? C'est des conférences, c'est des colloques, comment c'est articulé tout ça ? Alors en fait, l'originalité du support, c'est que en fait, on va réunir sur des thématiques sportives. En l'occurrence, on va traiter du sport au féminin, on va traiter du sport et des collectivités, du sport et de l'entreprise, sur des formats 2 heures, et sur lequel on va mêler images et table ronde avec des experts de chaque thématique qui vont se succéder, donc à partir de 13h30 jusqu'à 19h30. Et après, on a la troisième mi-temps. Et après, on a un troisième mi-temps en version gala. Voilà, parce que n'oublions pas qu'on est en période de Coupe du Monde. J'imagine que tu as fait attention à la date quand même. Oui, tout à fait. On se situe entre les demi et la finale de la Coupe du Monde. Il n'y aura rien. Il y aura que Dialogue Sport ce jour-là. C'est-à-dire, voilà, vous pouvez venir ici et c'est le moment de débriefer sur l'équipe de France qui sera bien sûr en finale, on l'espère tous. Ouais. Et on pourra parler de Dialogue Sport. Donc, les sujets sont intéressants. C'est ouvert au grand public. Tout à fait. C'est ouvert au grand public. D'abord, on va citer l'endroit où va se dérouler cet événement. C'est Diagora, en l'occurrence, le centre des congrès de Diagora à la Beige. Le 24 septembre. 24 octobre. Octobre, tu vois, j'ai bien fait de répéter. Voilà. Donc répétons-le pour pas se tromper, le 24 octobre. Le 24 octobre et sur un format donc 13h, 23h, comme je l'ai dit. La partie conférence démarrera à 13h30. Les conférences sont accessibles à un tarif de 5 € pour le particulier. Et donc, comme je l'ai dit, 3 conférences avec 3 thématiques. La première étant sport et entreprise, la deuxième sport au féminin et la troisième sport et collectivité. Alors tu disais punchy, c'est-à-dire que c'est plutôt un échange, on va dire, plutôt qu'une conférence traditionnelle. C'est la possibilité aux gens de s'exprimer, d'écouter, de poser des questions. Oui, je disais l'originalité, c'est l'apport d'images. C'est grosso modo un tiers d'images et 2 tiers de table ronde avec des experts régionaux et nationaux, avec effectivement des spécialistes de chaque thématique. Et est-ce qu'on peut déjà trouver ce programme et le nom de certains experts que tu as conviés ? Oui, alors sur les réseaux sociaux, on communique beaucoup à l'heure actuelle, notamment sur LinkedIn et Facebook. Et puis on le retrouve sur le site de sportivité.fr, sur lequel il y a tout le programme et petit à petit qui s'étoffe effectivement des noms des intervenants. Alors, on parlait aussi de l'after, comme on disait, la soirée de gala, mais tu as eu à cœur d'organiser quand même aussi, même pour cette soirée, un format complètement différent. Quand on en avait parlé la première fois, tu m'avais expliqué aussi ton souhait, pourquoi tu avais voulu faire une soirée, mais un petit peu plus originale que des soirées de gala d'habitude. Oui, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, on souhaite fédérer
Et donc, on va essayer de se réunir entre les collectivités, les entreprises et les acteurs du sport le soir sur un format cocktail avec des tables identifiées. Voilà, il va y avoir quelques surprises au milieu de tout ça, mais je ne vais pas tout dévoiler sur la soirée de gala. Le principe, c'est il faut venir, c'est ouvert au grand public, on accueille tout le monde, il n'y a pas de souci, au tarif que tu as indiqué tout à l'heure. Pour les conférences, oui, la soirée de gala a un tarif particulier également. C'est ouvert aussi au grand public, la soirée de gala, c'est la même chose ? Aujourd'hui, on communique plutôt vers les entreprises, en B2B, mais pourquoi pas, c'est quelqu'un qui m'en fait la demande au travers du site, il n'y aura pas de souci, il pourra venir, il sera accueilli. Donc, si vous aimez le sport, vous voulez entendre des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à venir donc le 24 octobre. On se retrouve donc, le lieu c'est Diagora, c'est ça ? C'est ça, à la Beige. Diagora à la Beige. À la Beige. Et donc, le départ à partir de quelle heure ? 13h30 la première conférence. Donc on espère beaucoup de monde, c'est l'occasion de faire un point sur le sport avec cette rentrée qui est pas toujours facile dans d'autres sujets. Donc là, venir écouter ces conférenciers, c'est intéressant. Et en même temps, de permettre au sport aussi d'avancer peut-être dans ces échanges. Tout ça dans vraiment une optique de développer le sport compétition, mais beaucoup le sport santé. Et on est allé chercher des intervenants avec des thématiques très très spécifiques, que ça soit sur le sport au féminin ou le sport et entreprise, en posant des questions que l'on ne pose pas toujours dans le bon sens en fait habituellement sur les interviews. Donc là, on pourra retrouver, je dis bien, donc les sujets sur le sponsoring et les réseaux sportifs, sur le sport au féminin et sur le financement des collectivités dans le sport. C'est ça, exactement. Ce sont les 3 thématiques qui seront traitées ce jour-là. Eh bien, on vous souhaite une très belle journée et on sera parmi vous pour assurer aussi une petite émission spéciale Et si on parlait de sport, on sera très content de participer, d'aider aussi à cette belle ADN que l'on veut du sport. Et donc, merci en tout cas d'avoir pensé à cette idée et de permettre à toutes ces personnes de venir s'exprimer. Et un petit bonus, effectivement, partenariat qui se noue avec Et si on parlait de sport, puisque vous serez présents à nos côtés pour réaliser des interviews de nos intervenants ou du grand public d'ailleurs en sortie de conférence. Merci, à très bientôt. Merci à vous. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec Raphaël Hollard pour parler équitation. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et retour sur le plateau de l'émission Et si on parlait de sport avec Raphaël Hollard, qui est notre cavalier présent sur ce plateau et qui va nous parler, lui, de l'équitation et de sa passion pour le sport équestre. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler équitation. C'est un sujet qui est vaste. Pour commencer, j'ai envie qu'on parle d'abord un petit peu du sport de haut niveau, qu'on nous éclaire là-dessus, et revenir sur les championnats d'Europe de saut d'obstacles qui se sont déroulés du 1er au 3 septembre, donc c'était il n'y a pas très longtemps, à Milan. Des résultats mitigés avec une 3e place. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail sur ce saut d'obstacles ? Je ne ferai pas d'analyse technique hyper poussée. Il faut savoir que le saut d'obstacle, c'est quand même une discipline où il y a une part d'aléa qui est assez importante. Ça se joue vraiment à quelques secondes, une petite barre qui tombe très facilement. Donc voilà, on a quand même des cavaliers qui ont fait des très chouettes parcours. On a Julien Epaillard qui termine à la 3e place. Par équipe, il y a eu quelques parcours ratés qui, du coup, font dégringoler l'équipe. Mais pour moi, il faut se dire que l'objectif
objectif quand même Paris en 2024. Et ce qui compte, c'est de préparer tous ces chevaux, qui ne soient pas vendus entre-temps, parce que ça, c'est un élément essentiel. Hein. Il y a un mercato des chevaux qui va se passer avant le 31 décembre. Et dans cette perspective de Paris, les championnats d'Europe sont surtout une bonne préparation. Et on a vu des très, très bonnes choses. Voilà. Juste avant, il y a eu, donc, pour parler des 3 disciplines olympiques, donc les 3 disciplines olympiques, le saut d'obstacle, le concours complet et le dressage. À ça, il faut ajouter le paradressage, qui sera au programme olympique à Paris en 2024. On a eu juste avant les championnats d'Europe de concours complet qui se sont tenus en France au Haras du Pin, avec aussi une 3e place, une médaille de bronze par équipe cette fois-ci du clan tricolore. Là aussi, on a vu des chevaux en pleine préparation. On n'a pas encore les tout meilleurs résultats sur la partie dressage. Donc le concours complet, je me permets de le rappeler, c'est donc un triathlon à cheval avec un premier test de dressage, un test de cross, donc sur lequel les chevaux galopent dans la nature sur des obstacles naturels. Combien de kilomètres à peu près ils font là ? Environ 6 km. 6 km, voilà. d'accord. C'est à une vitesse rapide, ça teste beaucoup le cardio des chevaux, ça monte, ça descend, on est dans l'effort intense. Et en plus de ça, on y rajoute une dimension très technique puisque les obstacles peuvent être très étroits. Il faut que les chevaux soient très à l'écoute de leur cavalier. Il faut qu'il y ait une confiance énorme entre le cheval et son cavalier. C'est des couples vraiment qui font ça et qui peuvent le faire parce que ça fait des années qu'ils sont ensemble. Et en général, c'est des chevaux qui commencent à être performants sur ces niveaux-là à partir de l'âge de seulement 10 ans. C'est pour vous dire, voilà, un cheval de concours complet, ça se fabrique, ça se construit pendant des années et une seule mauvaise expérience peut faire que tout l'édifice s'écroule. Et là, on a vu des cavaliers au Haras du Pin qui ont déroulé des super crosses. On a des chevaux qui ont été notés sur le dressage plutôt à 70%. Et pour aller chercher les meilleurs, il faut monter à 75%. Voilà, donc il reste 1 an avant Paris pour aller chercher les meilleurs de cette discipline-là et pour après être capable de faire ce qu'ils ont fait au Haras du Pin. C'est-à-dire terminer le travail avec des 100 photos obstacles sur le cross et ce qu'on appelle un maxi sur le cross, c'est-à-dire rentrer dans le temps et sans dérober, sans chute évidemment, et le lendemain être capable de sauter le saut d'obstacle sans renverser la moindre barre. Voilà, donc on a des cavaliers qui sont prêts et des chevaux qui sont à peaufiner, mais ce que j'ai vu, c'est encourageant. Alors donc on a un concours complet mixte, en par équipe et un concours individuel, les 2 épreuves aux Jeux Olympiques. Tout à fait. Donc dans toutes les disciplines olympiques, les 3, on a des équipes de 3 qui seront aux Jeux Olympiques, ça sera par équipe de 3. Donc c'est le cumulé de des 3 résultats qui fait le résultat de l'équipe. Et en plus de ça, on a des médailles individuelles, c'est-à-dire qu'un cavalier peut être médaillé par équipe et en individuel. Alors, on a vu le concours complet. Comment ça se passe pour le saut d'obstacle ? Quelle est un petit peu la compétition se déroule comment ? Alors, d'abord, on commence par une épreuve de vitesse, traditionnellement. Puis ensuite, on a une épreuve qui va, ce qu'on appelle la Coupe des Nations, à l'issue de laquelle seront données les médailles par équipe. Et ensuite, on aura une finale pour donner les médailles individuelles. Alors toi, justement, c'est ton domaine de prédilection, le concours complet. Et tu parlais d'osmose. Qu'est-ce qui t'a donné, depuis combien de temps tu es cavalier ? Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de te lancer dans cette compétition ? Et qu'est-ce qui t'éclate le plus dans justement cette discipline ? Je monte à cheval depuis que j'ai l'âge de 4 ans. C'était pas du tout écrit à la base parce que je suis pas du tout issu de ce milieu-là. J'ai l'impression que j'ai toujours demandé à faire ça et mes parents ont eu la générosité d'accéder à cette demande alors que j'étais très très jeune. J'ai 41 ans aujourd'hui et les chevaux m'ont jamais quitté. J'aime le concours complet parce que justement, en fait, les 3 tests sont très intéressants, testent pas du tout la même chose. Le dressage, c'est vraiment la finesse, symbiose, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas une complicité vraiment, les moindres aides, la moindre faute sur une aide va déstabiliser et à l'inverse on va pouvoir aller chercher le meilleur et vraiment on a des réglages qui sont très fins. Le cross, c'est vraiment ce que j'aime, c'est ce côté de construire des jeunes chevaux qui vont commencer la compétition à l'âge de 4 ans. 4 ans c'est la maternelle, 5 ans c'est
on va dire le collège. 6 ans, c'est le lycée. Et ensuite, à 7 ans, ils vont aller à l'université pour être prêts à aller faire des grosses épreuves dès l'âge de 8 ans, c'est très jeune, mais on va dire 9 ans. Voilà, les Jeux Olympiques, vous n'aurez pas de chevaux plus jeunes que 9 ans. Donc, on comprend qu'il y a vraiment un parcours de construction et que ce n'est pas du tout le fruit du hasard. Ce n'est pas un cheval à qui on a décidé demain, tiens, toi, tu as les capacités. Donc voilà, il y a tout un parcours qui fait qu'on peut peut-être prétendre arriver, si le cheval, si c'est son truc, s'il a les capacités, si on sent qu'il a envie, parce qu'on peut pas faire quelque chose à un cheval qui participe pas. Je veux dire, le cavalier sans la volonté de son cheval, c'est rien du tout. Et de temps en temps, la magie opère et elle permet d'aller faire les plus beaux parcours du monde. Voilà. Merci en tout cas pour ce témoignage de haut niveau. C'est impressionnant de savoir. On voit qu'il y a même des cavaliers qui sont âgés d'ailleurs et qui continuent. On voit cette passion. Je voyais qu'il y avait un cavalier l'autre jour qui avait 64 ans qui concourait encore au niveau international. C'est assez impressionnant quand on voit et on sent que c'est là. On sent qu'il y a un osmose entre le cheval et l'homme. Justement, l'équitation représente de nombreuses disciplines. Est-ce que tu peux nous éclairer sur l'ensemble de ces disciplines avec cette particularité qu'il s'agit d'une activité où l'homme a un partenaire pour un équidé. En compétition, il s'agit d'un des rares sports où hommes et femmes concourent à égalité dans les mêmes épreuves. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus le détail ? On parle du poney, on a vu plein de choses, c'est énorme. Si on parle des sports équestres, c'est comme si on parlait d'un ensemble de sports comme par exemple les sports co ou les sports de ballon. Voilà. Il y a des grandes différences entre le rugby, le foot, le handball. Donc, il y a 22 disciplines qui vont du dressage pur, où on est vraiment dans la finesse maximale, à des sports plus variés, comme par exemple le tir à l'arc. Moi, je comprends que des petits garçons aient envie de jouer à Yakari sur un poney, et la passion peut commencer par ça. Je ne pense pas qu'elle se termine par ça, mais par contre, je pense... J'ai vu qu'il y avait des Françaises qui avaient été championnes du monde de tir à l'arc à cheval. Je les félicite vraiment parce que j'ai déjà vu une démonstration, c'est très très spectaculaire. C'est récent, c'est tout récent. Démonstration et c'était très spectaculaire. Il y a aussi des sports d'équipe, le horseball qui peut se pratiquer, donc avec une balle, un peu comme du basket mais avec des chevaux. Donc il y a vraiment une variété. Ça doit être impressionnant ça aussi. Il y a du polo aussi, le polo c'est impressionnant aussi. Tout à fait, il y a aussi des disciplines qui se pratiquent où le cavalier est à pied, où la complicité se fait en étant à pied avec un cheval au sol, un peu plus comme ce qui pourrait se faire de l'agility pour les chiens. Oui, d'accord. Voilà. Mais le fond du sujet, c'est toujours le même, c'est que le cheval est un animal très généreux, très bienveillant, et avec lequel on peut partager des moments très intenses et de partage très qualitatifs. Ce qui est hyper touchant et impressionnant dans ton témoignage et dans ton partage, c'est comme tu dis, c'est en fait tout, à l'inverse. Même si c'est vous, les cavaliers, tu mets vraiment à l'honneur, c'est le cheval qui choisit s'il va être bon, s'il a envie. Tu mets vraiment le cheval en premier par rapport à... C'est lui le compétiteur, en fait. Bien sûr. Moi, je pense que c'est un sport de couple. En fait. Voilà. Alors, on dit que c'est un sport mixte. Pour moi, c'est un sport de couple. C'est un cheval, une rencontre, un cheval, un cavalier. Je crois que c'est ce que j'aime le plus dans le concours complet, c'est que c'est encore plus vrai pour le concours complet, c'est-à-dire qu'on construit cette complicité dans le temps. D'ailleurs, il y a beaucoup moins de ventes de chevaux pour des échéances en particulier, et en général, quand ça se fait, ça marche beaucoup moins bien. Voilà, parce qu'il y a cette relation entre... en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis avec mes propres chevaux. Et alors, quand on a la chance que ça marche bien, que la santé du cheval tienne, parce que c'est des athlètes de haut niveau, c'est comme des footballeurs, il y en a qui font une grande carrière, ils ont tout le talent du monde, ils font une grande carrière, et puis il y a le même qui finalement va avoir quelques blessures malheureuses, et du coup fera moins. Ça veut pas dire qu'il fera rien, ça veut pas dire que c'est un mauvais cheval, ça veut juste dire que c'était pas son heure, et ça sera différemment, et ça sera peut-être un super cheval pour apprendre à un futur champion, ou juste quelqu'un qui va s'épanouir dans ce sport. Alors justement, comment c'est organisé dans le département ou dans la région l'équitation ? Parce que j'imagine qu'il y a quand même une organisation. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette organisation locale ? Alors, question piège. On peut. Il y a plein de clubs d'équitation, donc on ne sait plus trop où donner de la tête, quoi. Alors, pour donner des grands chiffres, c'est vrai qu'on est la 3e fédération française par le nombre de licenciés, et la première fédération
féminine. Voilà, donc ça, c'est quand même un élément très important. Et malheureusement, à côté de ça, on se rend compte que l'investissement public sur notre discipline est plutôt assez faible, puisqu'il y a très peu de clubs publics sur des clubs, sur des structures privées qui se retrouvent. Je crois qu'il y en a presque 10 000 en France, 9 000, qui se répartissent sur tout le territoire. Et donc, faut pas hésiter du tout à pousser la porte de chacune, que ce soit par curiosité pour aller caresser un cheval pour la première fois. Alors évidemment en prenant des précautions parce que voilà, des fois il peut y avoir. Mais tout simplement pour venir admirer aussi des chevaux qui fonctionnent. Moi, je trouve que je reste toujours assez. C'est personnellement un animal pour lequel j'ai toujours une émotion. De le voir fonctionner, de le voir être, je le trouve toujours aussi majestueux que quand j'avais 4 ans. Alors justement, comment, petit conseil, puisque on sent la passion, quel conseil tu donnerais à des parents pour les enfants qui voudraient commencer, pratiquer, ou les parents, ou même des gens qui veulent pratiquer, mais qui voudraient pratiquer l'équitation? Par quoi on pourrait commencer? Moi, je pense déjà faut écouter son enfant. Il y a ceux qui vont avoir très envie de le faire et ça serait vraiment dommage pour eux qui passent à côté de ça parce que c'est bien plus qu'un sport et ça peut changer un destin, une vie. Et là, faut pas hésiter à pousser la porte des centres équestres. Franchement, en général, à l'intérieur, il y a surtout beaucoup de gens passionnés par ce sport, mais surtout par ces animaux. Donc, ils se feront un plaisir de partager cette passion avec un enfant. Mais il n'y a pas que les enfants. Il y a des adultes qui poussent la porte pour la première fois. Moi, mon père, il a commencé l'équitation à 55 ans. Et franchement, c'était chouette qu'il découvre ça et qu'il apprenne à monter. Après, il y a des gens qui vont plus loin. Il y en a qui s'arrêtent là. Et chacun a sa propre histoire avec ce sport. Mais en général, on commence, on pousse la porte, on garde un lien, je pense, toute sa vie avec ce monde-là. En tout cas, Raphaël, merci. On sent dans ton discours la passion, l'homme et le cheval. On sent que le cheval, c'est plus qu'un cheval, c'est un ami et ça fait plaisir à entendre. Merci donc pour cet échange et les analyses que tu nous as fait sur le championnat d'Europe. À ton niveau, tu n'es pas encore dans ce niveau-là. Est-ce que tu espères aller chercher une place un jour dans les équipes de France là-haut ou c'est derrière? Là, moi, je crois qu'on a toujours le droit de rêver. J'ai 2 chouettes chevaux qui ont 7 ans et donc qui ont peut-être un avenir vers ça. J'ai déjà eu la chance de participer au niveau pro élite, un peu l'équivalent de la Ligue 1 foot. Je tiens à parler de mon amie Gwendolyn Fer, qui est donc elle de Haute-Garonne. C'est une super cavalière. C'est la première cavalière française et c'est la seule pour le moment à avoir gagné un concours complet international 5 étoiles. Donc elle habite à quelques kilomètres d'ici. Elle est bienvenue quand elle veut. Elle est aussi à Florence, donc ton club c'est Florence. Elle est aussi au club de Florence Non, elle a sa propre structure. Okay. Donc Gwendolyn Fer, elle a porté plusieurs fois la veste de l'équipe de France. Et pareil, je pense qu'elle aura de nouveau l'avenir et puis j'espère un jour peut-être être à ses côtés sur ces belles épreuves. Bon, en tout cas on va suivre. Maintenant on sait qu'il y a des noms à suivre dans notre région. Merci pour cet échange. Donc bonne continuation pour le développement de l'équitation. Tu es le bienvenu bien sûr et d'autres personnes avec toi qui veulent nous parler d'équitation et de toutes ces disciplines parce qu'il y a plein de sujets. Donc 22 disciplines, on n'aura pas le temps de tout faire. Aujourd'hui on a fait un petit tour d'horizon. Ce sera intéressant peut-être un jour d'avoir des gens de différentes disciplines qui viennent nous voir, de polo ou horseball ou autre. Vous êtes les bienvenus pour parler de tout ça. Les renseignements, moi ce que j'ai comme adresse c'est www.équitation-occitanie.fr. Ça c'est le label sur l'Occitanie, mais on peut, j'imagine, en tapant équitation, vous trouver un petit peu partout. Oui, sur le site de la fédération, il y a aussi où trouver un club. Trouver un club près de chez vous, en tapant le code postal. Merci pour votre invitation. Avec grand plaisir, Raphaël, et tu reviens quand tu veux. Et maintenant, la chronique sport et événements avec Mathieu Sapin, notre skipper course au large qui va s'élancer dans la mini transat qui démarre très bientôt. Et si on parlait de sport, la chronique. Et
Et on se retrouve avec une chronique spéciale sport et événements avec Mathieu Sapin. Mathieu Sapin que nous avions déjà eu le plaisir de recevoir dans l'émission Et si on parlait de sport et qui nous avait expliqué son projet voile. Donc Mathieu est à J-1 du départ de la Mini Transat. Alors pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là lors de cette émission, la Mini Transat, c'est une aventure quand même qui est hors norme, qui est au large, à bord d'un mini, donc un bateau à voile, sans assistance et sans moyens de communication. Donc c'est une course qui a depuis plus de 50 ans. C'est le passage obligé des plus grands noms de la voile en solitaire qui côtoient des amateurs de la mer, une course au large unique au monde et haute en couleur. Donc Mathieu, merci d'être à nos côtés. Merci, écoute, avec plaisir. Donc je crois savoir que donc à J-1 du départ, tu es déjà dans ton bateau et tu es en plein préparatif. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les derniers réglages et les derniers préparatifs à J-1 de la course ? Alors écoute, à J-1 de la course, le bateau est prêt. Il est fin prêt, il a hâte d'aller en découdre. Le skipper, c'est la même chose. Il me reste à charger mon dernier sac de vêtements, mais que je prendrai avec moi en arrivant sur le ponton pour le départ. Et au passage, il me restera le sac de frais avec de quoi manger frais pour la première journée de course. Donc certainement une salade de riz, des pommes, etc. Mais autrement, le bateau, lui, est prêt. Je suis arrivé il y a quasiment 2 semaines au sable et il a fallu passer tout un tas de contrôles. Alors de contrôle sécurité sur le bateau, de vérification de la qualité de l'antenne d'émission et de réception parce qu'on a juste une VHF, donc c'est une radio qui a une portée d'environ 30 km, mais il fallait faire contrôler tout ça. Il a fallu faire contrôler toute la trousse à pharmacie et je peux t'assurer qu'une trousse à pharmacie, c'est plutôt un hôpital qu'on emmène tellement il y a de médicaments et d'éléments pour pouvoir se soigner. Donc on est 90 skippers au départ, donc tous ces contrôles, c'est un petit peu long, il faut s'inscrire dans des créneaux horaires et puis quand il y a des choses qui vont pas, il faut faire en sorte que ça aille, repasser le contrôle pour ensuite le valider et on coche comme ça tous les jours une case les unes après les autres jusqu'à ce qu'on puisse dire le parcours du combattant est terminé maintenant. Maintenant, on est dans les starting blocks. Alors, du coup, est-ce que tu pourrais expliquer, puisque là, tu vas partir au moins pour un mois et demi, 2 mois. Enfin, c'est hyper long. Tu pars. Ouais. Alors, la Mini Transat, c'est une course sur des bateaux qui font 6,50 m de long. C'est une course en solitaire, sans moyen de communication vers l'extérieur. Donc, on a 4 heures avant le début de la course, on rend notre téléphone portable, notre tablette, notre ordinateur. Et ensuite, le seul moyen de récupérer la météo, c'est par la radio tous les jours à 15h, heure TU. Donc, c'est l'heure du méridien de Greenwich. Donc, quand on va se déplacer, il faut penser à avoir toujours une montre qui reste sur 7 heures solaire. Et puis, on va avoir une vacation radio tous les matins et une tous les soirs pour vérifier, parce qu'on a des bateaux accompagnateurs, que tout se passe bien à bord. La première étape, elle part donc des Sables d'Olonne dimanche 24 septembre et elle nous emmène à Horta, aux Canaries. C'est une étape qui va faire environ 8 à 9 jours de mer. Et puis on restera aux Canaries il y a un stand-by aux Canaries qui va durer environ 3 semaines avant de reprendre la mer pour faire les Canaries jusqu'à Saint-François en Guadeloupe. On fera un point justement à ton arrivée à cette première étape. Est-ce que tu as un peu d'appréhension là, justement avant ce départ à J-? Est-ce que tu as des appréhensions? Est-ce que tu as quel est ton état d'esprit? Dans quel état es-tu? Est-ce que partage-nous un peu. Écoute, je suis détendu. Le bateau est prêt. Moi en tant que skipper, je suis prêt. Je sais globalement, je commence à avoir déjà une vision assez claire de la stratégie de course que je veux mettre en place. Alors, elle varie un petit peu et c'est pour ça que je mets pas trop la tête dans les fichiers météo pour l'instant parce que on a une incertitude sur ce qui peut se passer dans la nuit de mardi à mercredi. Donc en début de semaine prochaine. Mais les fichiers météo vont commencer à se mettre d'accord demain dans l'après-midi, donc ça sert à rien de s'affoler pour l'instant. Moi en tout cas, ce que je veux
c'est faire une belle navigation, c'est me faire plaisir sur le bateau, une belle trace. Et en général, si on est lucide et qu'on fait une belle trace, on doit plutôt faire une performance intéressante. Tu as un objectif de classement? Est-ce que là, de toute manière, ta stratégie, tu peux nous la partager puisque les skippers n'entendront pas, puisque ça sera diffusé quand tu seras déjà sur la mer. Est-ce que tu as un objectif personnel, un challenge à relever? Il y a deux catégories, il y a les bateaux de série et les protos. On est donc en cumulé, on est 90 bateaux. Et chez les protos, nous sommes 31 bateaux. Moi, mon objectif, ce serait de faire entre 10 et 15. Ouais. Et je serais content d'être sur ce classement-là. Dans mes particularités, j'ai un travail en parallèle de l'activité bateau et devant tous ceux qui vont jouer dans le top 10, ils sont très peu nombreux à avoir un job en parallèle. Ouais. Donc j'ai un petit peu moins navigué qu'eux. Alors justement, c'est une certitude. C'est une bonne question justement par rapport à ça, cette préparation. Est-ce que tu peux nous rappeler combien de temps ça t'a pris? Ça fait un petit peu plus de 2 ans que je prépare cette course. Ah oui, quand même. La mini transat, elle a lieu tous les 2 ans. Elle est limitée à 90 skippers au départ, donc garçons et filles confondus. Et tous les 2 ans, en début de cycle, il y a quasiment 200 skippers pour 90 places. Donc là, tu as gagné ta place et ça fait 2 ans que tu la prépares pour gagner ta place. Et là, ça fait quoi? 1 an maintenant que tu sais que tu as ta place? Ça fait un an que j'ai gagné ma place. Mais derrière, il fallait continuer de se préparer, de se former, de continuer de découvrir le bateau selon les conditions de mer, pour être à l'aise là quand on sera sur l'eau au milieu de l'Atlantique. En tout cas, on ressent ton impatience de te jeter à l'eau et ça fait vraiment plaisir. Est-ce que tu peux juste nous donner le lien ou l'info sur comment, parce que comme justement toi t'as pas d'assistante, comment on peut réussir à te suivre pendant cette course? Alors sur le site de la Mini Transat, vous tapez mini-transat sur les moteurs de recherche, ça vous sortira le site de la Mini Transat. Sur ce site, il y a le lien vers la cartographie. Et donc, vous pouvez suivre les trackers des 90 bateaux sur le site. Donc, voir qui est en tête, comment ça se passe pour chaque bateau. Et vous avez des infos de vitesse instantanée, de vitesse moyenne sur 4 heures et sur 24 heures. Et on rappelle le nom du coup de ton bateau, c'est le Norge 951, c'est ça? 958. Ah, 958. Le bateau, c'est le 958 et il s'appelle Assurenco Urban Corail. Super, merci beaucoup. On te dit bonne course, bon vent. Hâte de te faire un point à la première étape, donc on espère dans 8 à 9 jours. Et merci beaucoup pour, prépare-toi bien et on est vraiment derrière toi. Parfait, merci à vous. Profitez bien de la carto. Moi, je vais essayer de faire de belles images sur l'eau à vous montrer lors de mon retour en métropole. Génial, merci Mathieu. Merci, à bientôt. Maintenant, c'est la prolongation. Et si on parlait de sport, la prolongation. Et on se retrouve donc pour la prolongation avec nos invités, donc Raymond Lemanac et Raphaël Hollard. Est-ce que vous connaissez le principe de la prolongation de Et si on parlait de sport? Et non, pas du tout. Alors, donc ça va être très simple, c'est 2 quiz, 2 affrontements. La pétanque affronte l'équitation et l'équitation affronte la pétanque. Est-ce que c'est OK pour vous? C'est OK. Prêt. Alors, on va changer un petit peu effectivement la règle. On va faire une question chacun, comme ça donne un peu plus de peps. On va commencer du coup quiz pétanque. Donc pour toi, Raphaël, il a dit, mais bon, quand même, on va voir si tu as été attentif. En combien de points se joue une partie de pétanque? 13, 11 ou 10 points? Je semble avoir entendu 13. Bravo, c'est la bonne réponse. Raymond, question équitation. Quelles sont les brosses de base pour un bon pansage? Donc, attends, il y a 3 réponses. Une bombe, une étrille, une éponge, une brosse douce. Ou un peigne, une cravache, un bouchon, une serviette. Ou une brosse douce, une étrille, un bouchon et un cure-pied. Je dirais la première série. Eh non. C'était la dernière avec le cure-pied. C'est ça, tu confirmes? Un cure-pied pour le cheval. Alors, oui. Tout à fait. Après, tu peux compléter. Alors, on commence, pour tout dire, donc on commence par l'étrille.
qui permet d'enlever la terre, sur les parties charnues du cheval. Après, on passe le bouchon où là, on enlève vraiment. Mais là, on peut passer partout, même les zones où il y a les os. Et la brosse douce, c'est vraiment, on va dire, là, c'est le finish polish, comme on pourrait avoir sur le lavomatique. Et le cure-pied pour enlever les sous les pieds, voilà. Le cure-pied, c'est pour enlever exactement, pour nettoyer sous les sabots. Oui. C'est évident. C'est évident en plus, les sabots. Faudra revenir aux écuries. Allez, deuxième question. Pétanque pour toi, Raphaël. Laquelle de ces formations n'existe pas à la pétanque ? Le tête-à-tête, la quadrette ou la triplette ? J'aurais tendance à dire la quadrette n'existe pas. Mais... Bravo, Raphaël. Félicitations. Elle existe à la boule lyonnaise. La quadrette ? Au jeu de boule, lyonnaise, je pense, oui. Ok, 2-0. Allez, c'est parti. Raymond, combien existe-t-il d'allures principales en équitation ? 2, 4 ou 3 ? 3. Bravo. Ouais. Je l'ai dit, donc le trot. Le pas. Le pas, oui. Le trot et le galop. C'est ça. Alors, en dressage pur, on peut y rajouter le passage et le piafé. Voilà. Tu m'as perdu. C'est juste pour donner envie de regarder les Jeux Olympiques de Paris, le dressage des Jeux Olympiques de Paris. Ok. Troisième question, Raphaël. Quel est le pourcentage de licenciées féminines en France ? 5%, 14% ou 21% ? On parle pour les boules. Oui, tout à fait, toujours de la pétanque. Le pourcentage de licenciées féminines en France. 5, 14 ou 21. Pour info, il a un petit peu dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a, du coup, c'est ce chiffre-là. En fait, j'ai dit trop de choses. Non, mais il a pas... C'est le jeu. 21. Ouais, bravo. Il avait dit entre 20 et 30% de féminines. Enfin, il est trop fort, je vais avoir du mal à lutter. Troisième question pour toi, Raymond. Quelle vitesse peut avoir un cheval de course ? 35 km/h, 50 km/h, 70 km/h. 70 km/h, je suis certain de moi. Ouais, bravo, franchement. Encore plus vite qu'une voiture en ville, quoi. Quatrième question pour toi, Raphaël. À quelle place arrive la pétanque dans le classement des sports les plus pratiqués en France ? 6e, 10e ou 13e ? En nombre de licenciés, j'ai entendu quelque chose comme 8. Et peut-être que pratiquer, c'est peut-être un peu plus. Donc, je dirais 6e. Non, il fallait quand même une mauvaise réponse. 10e position des sports les plus pratiqués en France. Quatrième et dernière question, du coup, pour toi, Raymond. Comment appelle-t-on la couleur du cheval ? Sa couleur, ses poils ou sa robe ? Sa robe. Donc, ça fait quoi ? 3-2 ? 3 partout. Oui, j'ai égalisé. Alors, donc là, on vous a mis une petite sonnette au milieu. Donc là, c'est une question de rapidité. Il n'y a qu'une seule question. Je donne pas la réponse et c'est vous qui devez, le premier qui sonne, donne la réponse. Ok ? Et si elle est mauvaise, c'est l'autre qui a le choix de la réponse. Est-ce que vous êtes prêts ? Prêt. Que représentent les 5 anneaux olympiques ? Les 5 continents. Bravo. Les 5 continents unis par le sport. Je fais la petite précision. Bon, là, c'est Raphaël qui a gagné, donc tu es le bienvenu. Vous êtes dans tous les cas les bienvenus quand vous voulez à revenir jouer avec nous. Et merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et si on parlait de sport ? Fin du match. Et fin du match et de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs, Pauline. Oui, Laurent, et cette semaine, vous pourrez retrouver du rugby dans le cadre de la Coupe du Monde qui se déroule jusqu'au 28 octobre prochain en France. En revanche, pas de rencontre pour le 15 de France qui est en repos jusqu'au 6 octobre, date de son dernier match de poule contre l'Italie. Vous pourrez aussi retrouver de l'automobile avec la 2e édition du rallye du Chili. La compétition aura lieu du 28 septembre au 1er octobre. Ensuite, à partir du 29 septembre et jusqu'au 8 octobre, ont lieu les championnats du monde de gymnastique à Anvers, en Belgique. Et du 29 septembre au 1er octobre, il y a du golf avec la Ryder Cup à Rome. Passons au cyclisme. Du 30 septembre au 1er octobre, vous pourrez visionner les championnats du monde de course sur route à Riga. Du 30 septembre au 1er octobre, toujours des championnats du monde, mais cette fois de moto en Superbike au Portugal. On va parler hippisme. Et oui, le 1er octobre a lieu le prix de l'Arc de Triomphe à Paris-Longchamp. Toujours le 1er octobre, vous pourrez retrouver de la MotoGP avec le Grand Prix du Japon. Et enfin, dimanche, football, il y a de la Ligue 1 avec Toulouse qui reçoit Metz et Montpellier qui se déplace à Lorient.
Et avant de vous annoncer le programme de la semaine, 2 annonces donc de PSA 31. On cherche un éducateur ou une éducatrice en tennis sportif en CDD à temps partiel du 27 septembre au 26 juin. Donc carte professionnelle d'éducateur sportif obligatoire et titulaire du DGEPS tennis ou du CQP éducateur tennis ou équivalent. Donc cet éducateur ou cette éducatrice de tennis est recherché pour donner des cours de l'école de tennis le mercredi de 14h30 à 19h. Et deuxième offre d'emploi donc proposée par PSA 31 on cherche un gestionnaire de paie en CDI à la Beige. Formation en paye exigée et expérience minimum de 2 ans souhaitée. Donc à vos candidatures et place au programme de la semaine prochaine. Programme de la semaine prochaine, c'est le handball que nous parlerons avec Christian Tuxag qui est le président du comité départemental de Haute-Garonne. Nous ferons un tour d'horizon de cette discipline phare en sport collectif à quelques mois des Jeux Olympiques. Et en deuxième mi-temps, mettez vos casques, enfilez vos gants. C'est l'heure de la moto avec les exploits de nos pilotes de MotoGP et bien d'autres disciplines à découvrir en compagnie de Stéphane Legrand, président de la commission communication de la Ligue Occitanie de moto. Merci à Raymond Lemanac, à Raphaël Hollard et à nos spécialistes rugby Caroline Sunet et Christelle Leduf, à nos chroniqueurs du jour André Lafenêtre et Mathieu Sapin. Merci à tous les internautes de plus en plus nombreux de nous suivre et nous espérons sincèrement que vous appréciez cette 16e émission de Et si on parlait de sport. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne pour son aide précieuse pour la réalisation de cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui nous a permis de réaliser donc cette 16e émission, Pauline, Marin et à Sébastien, notre partenaire informatique Semperconnect pour ses conseils avisés. Merci Audrey et merci Laurent. Merci Pauline. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.